allons commencer maintenant la deuxième partie de notre cours qui concerne la reproduction chez les angiospermes. Et nous allons commencer par la pollinisation et la germination des grains de pollen. Donc après avoir vu comment se forment les grains de pollen et comment se forme le sac embryonnaire dans l'ovule, nous allons voir la pollinisation. Que veut dire ce terme? Donc, nous allons le savoir d'après cette expérience. Donc, dans cette expérience, nous allons utiliser une fleur de lis. Tout d'abord, nous allons utiliser une fleur de lis normale, donc intacte. Donc, ne va subir aucune expérience. Nous allons l'utiliser comme témoin et nous voyons que dans cette fleur, la fleur se fane et le pistil se transforme en fruit. Dans l'expérience 1, nous allons entourer le pistil par un sac en gaz ou bien en plastique pour l'isoler des autres parties de la fleur. Et nous voyons que la fleur se fane et le pistil ne se transforme pas en fruit. Expérience 2. On va déposer les grains de pollen d'une fleur de lis, que ce soit la même fleur ou bien une autre fleur. Nous allons le déposer ces grains de pollen sur le stigmate du pistil de la fleur de lis avant qu'on mette le sac en gaz ou en plastique. Et nous voyons que la fleur se fane et le pistil se transforme en fruit. Dans l'expérience 3, nous allons réaliser la même expérience, mais cette fois, nous allons utiliser des grains de pollen d'une autre espèce, d'une autre espèce qui est la tulipe. Et nous voyons ici que la fleur se fane, mais le pistil ne se transforme pas en fruit. Que peut-on déduire de l'interprétation de cette expérience? Donc, je vous laisse le temps de répondre. Vous pouvez arrêter la vidéo et répondre, et puis voir la réponse qui viendra dans l'image d'après. La réponse. Donc, dans l'état normal, c'est-à-dire le témoin, le pistil de la fleur de lis se transforme en fruit et cela ne se réalise pas lorsque le pistil est entouré d'un sac de gaz. Nous déduisons de cela que le pistil ne se transforme pas tout seul et a besoin d'un élément externe, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un élément étranger au pistil. Donc, nous devons avoir deux éléments, le pistil avec un élément étranger pour qu'il y ait donc transformation de ce dernier en fruit. Lorsque nous ajoutons les grains de pollen du lis au pistil de la plante, ce dernier se transforme en fruit. Donc, l'élément étranger au pistil dont nous avons besoin, ce sont les grains de pollen. Ainsi, l'élément externe qui transforme le pistil est le grain de pollen. Dernière déduction, quand nous ajoutons des grains de pollen, c'est l'observation que nous avons faite, des grains de pollen de tulipe au pistil du lis, ce dernier ne se transforme pas en fruit. Donc, la transformation, donc la déduction, c'est la transformation du pistil en fruit demande la présence du pistil et des grains de pollen qui doivent être de la même espèce. Et ainsi, nous avons la définition de la pollinisation. La pollinisation est le transfert des grains de pollen à partir des étamines vers le pistil de la même espèce. Et nous avons deux types de pollinisation. La pollinisation directe, c'est quand les grains de pollen des étamines pollinisent le stigmate de la même fleur. Donc, les grains de pollen vont tomber sur le stigmate et vont polliniser le pistil de la même fleur. Donc, c'est une auto-pollinisation. Deuxième type de pollinisation, c'est la pollinisation croisée. C'est quand les grains de pollen des étamines pollinisent le stigmate d'une fleur différente. Donc, les grains de pollen d'une fleur vont passer de cette fleur vers une autre fleur, pas la même fleur où ils
sont formés. Cette pollinisation s'effectue à l'aide des insectes, ou bien du vent, ou bien d'autres espèces. Elle peut être réalisée par l'homme même. Ces espèces et ces facteurs-là s'appellent les pollinisateurs. Les pollinisateurs. Et cette pollinisation est obligatoire lorsque la fleur est unisexuée, donc lorsque les fleurs sont unisexuées, c'est-à-dire que la fleur ne contient que l'appareil reproducteur mâle, c'est-à-dire les étamines, ou elle contient l'appareil reproducteur femelle, c'est-à-dire le pistil. Ou lorsque le pistil est plus grand que les étamines. Donc lorsque le stigmate est plus haut que les étamines, les grains de pollen ne peuvent pas tomber directement sur le stigmate et ainsi polliniser le pistil de la même fleur. La germination des grains de pollen. Pour cela, nous allons voir cette expérience. Donc dans une boîte de pétri, donc dans une boîte qu'on appelle boîte de pétri, qui contient un milieu nutritif, un milieu nourricier qui nourrit donc les grains de pollen et le pistil. On introduit une partie de pistil et on saupoudre des grains de pollen de la même espèce. Donc on fait tomber des grains de pollen sur ce milieu. Et on laisse le tout à 20 degrés Celsius pendant 12 à 48 heures et nous observons les résultats du document. Donc les résultats sont ici. Vous voyez que les grains de pollen ont un filament qui est relié à eux, qu'on appelle le tube pollinique. Et vous voyez que ce filament se dirige vers le pistil. Donc la question, que déduit-on des résultats obtenus? Donc la réponse, les grains de pollen forment un tube pollinique qui se dirige vers le pistil et c'est la germination des grains de pollen. Ce phénomène est appelé la germination des grains de pollen. Les étapes de la germination du grain de pollen. Donc, les grains de pollen, quand ils se déposent sur le stigmate, ils trouvent des conditions, des éléments favorables qui leur permettent de germer, c'est-à-dire de former le tube pollinique. Et comme nous l'avons déjà vu, les grains de pollen sont constitués d'une cellule végétative et d'une cellule reproductrice. Et c'est la cellule végétative qui va constituer le tube pollinique qui va se prolonger, s'allonger petit à petit pour, à l'aide tout d'abord du noyau de la cellule végétative qui se trouve toujours au début du tube pollinique, suivi de la cellule reproductrice qui va se diviser dans un moment et donner deux cellules haploïdes qu'on appelle des entérozoïdes qui sont les gamètes mâles. Ce sont donc les spermatozoïdes. Donc, vous voyez là donc le tube pollinique, c'est une image faite sur des grains de pollen et vous voyez la formation des grains de pollen. Donc en résumé, après avoir été déposés sur le stigmate, les grains de pollen germent par la formation du tube pollinique. Cette germination est stimulée par certaines matières contenues dans le stigmate. Donc elle est favorisée par certaines matières qui se trouvent sur le stigmate. Le tube pollinique croît, se développe à l'aide de la cellule végétative et s'enfonce dans le style pour atteindre l'ovaire. Lors de cette progression, la cellule reproductrice subit une mitose pour donner deux entérozoïdes qui sont les gamètes mâles. Maintenant, on va arriver à la fécondation et la formation de la graine. Chez les angiospermes, il y a ce qu'on appelle la double fécondation. Comme nous l'avons dit dans le texte précédent, les grains de pollen donc, vont se déposer sur les stigmates et ceci va favoriser leur germination. La germination va se faire par la formation du tube pollinique ici
en jaune qui va s'allonger petit à petit et s'introduire au milieu du style pour arriver à l'ovaire et ainsi arriver à l'ovule. Quand il arrive à l'ovule, le tube pollinique, il va libérer les entérozoïdes. Vous voyez deux flèches ici en rouge. Donc, et ce point-là en rouge, c'est un entérozoïde qui va s'introduire dans la loosphère qui est entourée des deux synergides. Donc, il va se lier à l'oosphère, le premier entérozoïde, pour donner ce qu'on appelle un œuf principal ou un zygote principal et qui a 2 N chromosomes comme formule chromosomique. Le deuxième entérozoïde va s'introduire et se lier aux 2 noyaux du sac embryonnaire, de la cellule principale du sac embryonnaire, ce qui va nous donner 3 noyaux à N chromosomes pour donner un œuf accessoire ou zygote accessoire qui a une formule chromosomique de 3N. 3N. Donc lorsque le tube pollinique atteint l'ovule, il passe par le micropyle et s'introduit dans le sac embryonnaire par une synergide et libère les 2 entérozoïdes. L'un de ces derniers va féconder l'oosphère pour donner l'œuf principal qui a comme formule chromosomique 2N, alors que le deuxième fusionnera avec les 2 noyaux du sac embryonnaire pour donner l'œuf accessoire à 3N. L'œuf principal se développe pour donner l'embryon, donc l'embryon qui sera à l'origine de la plante, la nouvelle plante qui va se former après, et l'œuf accessoire donnera un tissu nutritif pour l'embryon appelé albumen. Et ainsi l'ovule se transforme en graine et le pistil va se transformer en fruit. La graine. Donc, la graine, elle est formée donc des téguments qui formaient avant les téguments de l'ovule. Donc, ils vont s'assécher et devenir plus durs pour protéger la graine des éléments externes. Et à l'intérieur de la graine, qui devient de plus en plus sèche, donc qui va perdre de l'eau petit à petit. Et il y a donc l'albumen qui entoure l'embryon. L'embryon, il est formé d'une tigelle, d'une petite tige, d'une radicule, donc une petite racine. Et ici, nous avons le bourgeon terminal entouré des 2 cotylédons. Chez certaines espèces, les cotylédons vont absorber l'albumen pour devenir donc une graine sans albumen. Et comme la graine de haricot qu'on voit ici, nous avons de jeunes feuilles, nous avons donc les cotylédons qui ont digéré donc l'albumen. Donc les cotylédons donc contiennent des éléments nutritifs pour l'embryon qui se trouve ici, qui a une radicule, une tigelle et les feuilles. Et puis nous avons les téguments. Après la fécondation, les synergides et les antipodes digénèrent, donc tous les éléments vont digénérer, vont disparaître petit à petit, et ainsi le tube pollinique et les cellules œufs et les 2 cellules œufs se multiplient par mitose. Donc seulement les cellules, les œufs principal et l'œuf accessoire vont se multiplier, donc pour donner, donc l'œuf principal va donner l'embryon et l'œuf accessoire donne l'albumen, qui est un tissu qui nourrit l'embryon par les réserves qu'il contient, tandis que le nucelle disparaît. Chez certaines espèces, comme le haricot, les cotylédons de l'embryon digèrent l'albumen pour donner des graines sans albumen. Par cette transformation, l'ovaire devient un fruit et l'ovule une graine. Cette dernière, c'est-à-dire la graine, se dessèche et l'embryon entre dans une vie ralentie.
Donc, il va ralentir ses fonctions, c'est-à-dire que les échanges respiratoires vont être très minimes et les échanges alimentaires seront aussi très faibles. Comme ça, il va prolonger, la graine va prolonger sa survie dans la nature. Cela permet à la graine de lutter contre les conditions externes et favorise la dissémination de l'espèce, c'est-à-dire sa répartition dans l'espace. La germination de la graine. Expérience. Cette expérience, vous l'avez déjà faite au primaire. On dépose des graines de haricots sur du coton imbibé d'eau pendant quelques jours et on observe que les graines germent par la formation d'une plante. Lors de cette germination, nous observons le gonflement de la graine et la déchirure de cet tégument, puis l'apparition de la racine, la tige et les feuilles et l'atrophie des cotylédons. Donc, comme nous voyons dans cette image-là, donc la graine va germer en donnant une plante qui va se développer petit à petit pour donner des feuilles, enfin, qui vont maintenant commencer à faire la photosynthèse pour alimenter donc la plante qui va se développer encore plus. Comment la graine passe de la vie ralentie à la vie active? Nous avons vu que la graine donc va avoir une vie ralentie et pour germer, donc elle va passer à une vie active. Donc comment se fait cela? La germination de la graine signifie son passage de la vie ralentie à la vie active. La germination des graines est sous le contrôle de facteurs internes liés à la structure de la graine et des facteurs externes comme l'humidité et la température du milieu. Donc il y a des facteurs qui sont liés à la graine elle-même, ce sont des facteurs internes, et des facteurs qui sont liés au milieu, donc qui vont favoriser donc, c'est-à-dire donner des conditions encore meilleures pour que la graine germe et se développe. Donc, comme l'humidité, donc s'il y a l'eau, comme vous avez vu dans votre expérience, et la température, aussi d'autres éléments qui vont favoriser cela, comme la présence de l'oxygène. Lorsque la graine trouve les conditions favorables à sa germination, l'embryon commence à libérer des enzymes. Donc, il va libérer des matières qu'on appelle des enzymes. Ces enzymes vont faciliter la digestion de certaines matières. Donc, ces dernières vont faciliter l'hydrolyse des matières organiques qui constituent les réserves nutritives de la graine. Donc, ça va simplifier ces matières qui sont complexes. Ça va les dégrader, les simplifier petit à petit. Et ça va donner des nutriments qui résultent de ces hydrolyses, sont utilisés par l'embryon pour former de nouvelles molécules utiles pour sa croissance. Donc, l'embryon va utiliser ces nutriments pour construire de nouvelles cellules, et donc construire de nouveaux organes et se développer petit à petit. Mais cette croissance a besoin d'énergie. Donc, cette croissance a besoin d'énergie qui sera libérée suite à l'oxydation d'une autre partie de ces nutriments par le phénomène de respiration. Merci de votre attention. C'est la fin de cette leçon.